Eh bien, pour en parler avec nous, nos experts sur cet aspect européen, nous restons avec Serge Siminot. Merci d'être resté avec nous. Vous êtes journaliste politique, je le répète, à France Info TV et à France Télévisions. Christophe Gascard, vous nous avez rejoint. Bonjour. Vous êtes journaliste international à France Info TV et ancien correspondant à Moscou. Merci d'être là. Benoît Grémard, vous êtes ancien officier dans la Marine nationale, chercheur associé à l'Institut d'études de stratégie et de défense. Et vous avez écrit un livre, de l'arme nucléaire française aux éditions de l'Harmattan. Merci de votre présence. Je voulais voir avec vous, mon cher Christophe, on voit bien que ces Européens, eh bien, ils s'entendaient bien, ils avaient tout préparé ensemble, tout semblait rouler pour l'Europe. Et puis finalement, c'est pas si simple, hein. Oui, c'est pas si simple parce que déjà on est 27, c'est plus difficile que de s'entendre à deux et en plus on a des différences idéologiques, j'allais dire, et aussi géographiques. On n'a pas la même vision lorsque l'on habite en Espagne ou lorsque l'on habite effectivement à l'ouest par rapport aux pays frontaliers comme la Finlande, la Suède, la Pologne ou les pays baltes vis-à-vis de la menace russe. Ça, c'est déjà la première position. Ensuite, c'est une vision aussi j'allais dire budgétaire. On n'a pas la même vision budgétaire lorsque l'on est allemand ou par exemple le Danemark qui a investi moins de 2% dans la défense depuis des années alors qu'ils sont membres de l'OTAN. Alors que nous, effectivement, on n'a pas peur, j'allais dire, en tant que Français, d'excéder un petit peu, malheureusement, j'allais dire, et de dépasser les 3% qui étaient un peu l'alpha et l'oméga de l'Union européenne. Et puis enfin, la troisième chose aussi, dans la diversité des 27, une position idéologique. La Hongrie, par exemple, ça ne vous a pas échappé que Viktor Orban a des positions qui sont, d'un point de vue idéologique, très très proches de Moscou. Permettez-moi de le citer juste. Il vient de dire, enfin il a dit il y a quelques jours, l'Empire bruxellois n'aide pas l'Ukraine, il la colonise. Voilà, et c'est aussi la raison pour laquelle peut se poser la question, en tout cas au niveau du Conseil européen, d'une exclusion à terme, en tout cas au niveau du vote de Viktor Orban vis-à-vis de la Hongrie, vis-à-vis de ses positions idéologiques. Donc voilà, pour résumer, on est quand même 27. D'un point de vue géographique, d'un point de vue économique et aussi idéologique, on a des positions qui sont différentes. Oui, alors Benoît Grémard, c'est compliqué militairement d'arriver à mettre tout le monde d'accord, on le comprend très bien. Vous avez l'impression là que ça se fissure ou vous avez le sentiment que finalement, bon an, mal an, tout tiendra la route ? Bon an, mal an, tout tient la route dans l'idée où, depuis le traité de Lisbonne, l'Union européenne a une capacité militaire, notamment avec l'article 42 du traité, de s'organiser, mais les choses jusqu'à présent n'étaient pas effectuées. Et on aurait pu penser, avec la Crimée en 2014 ou encore l'invasion de Donbass en 2022, que les choses en fait commencent à bouger. Mais il a fallu finalement attendre 2024 et l'annonce du retrait américain, peut-être un coup de bluff, un coup de poker du président Trump, pour que justement les Européens prennent à bras-le-corps le sujet. Et là, on voit bien un président Macron qui est un peu aux manettes. Hein, on sent il organise un sommet ukrainien. On sent qu'il essaye vraiment de tenir la barre et d'être leader dans ce discours. Oui, déjà, on le disait dans le premier chapitre de l'émission, c'est que la Ve République, c'est lui le chef de guerre. Il a à la fois la responsabilité de la défense, celle de décider ou pas de mettre l'Europe sous la protection de notre parapluie nucléaire. Donc il est dans son rôle et surtout il reprend la main après une séquence très compliquée depuis la dissolution dont il est le responsable avec le résultat qu'on connaît. Donc il y a ce double regard et on peut dire effectivement qu'il est à l'initiative. Mais il a aussi face à lui une Allemagne qui se reconstruit parce qu'elle a changé de majorité, qu'elle renverse la table en termes de logiciels de défense, puisque on sait que l'Allemagne jusque-là était, on a vu M. Scholz un peu souffler le chaud et le froid avec l'Ukraine et ses fameux missiles longue portée. Bon, passons. Donc l'Allemagne change aussi de logiciel. Mais ce que disait Christophe Gascard tout à l'heure très justement, c'est qu'on est 27, mais sur certains sujets, on est moins. Par exemple, on est souvent 26 avec la Hongrie, qu'avec Mme Meloni, sur certains sujets, elle fait partie du moteur, mais parfois c'est elle qui freine. Pourquoi ? Parce que les Américains sont très présents en Italie par rapport à l'OTAN. Et que se désengager, vouloir une indépendance ou une autonomie vis-à-vis de cet allié qui fait défaut, l'Italie, elle n'est pas forcément d'accord. Et puis l'autre point, pour en finir, sur les investissements. Moi, je parlerais plutôt non pas d'Europe de la défense, mais d'une volonté de réarmement européen. Et on n'aura pas tous le même budget. Alors, les pourcentages seront les mêmes. On pourra dire
aller tous à plus 1%, mais ce n'est pas les mêmes sommes. Ce que disait Christophe sur le Danemark, ça montre bien, et même nous, on a cette difficulté-là. On disait 20 milliards, plus 20 milliards, plus 20 milliards, pour peut-être 100 milliards de dépenses de défense en 2030. Donc c'est là où le président Macron essaye, et là où il a déjà donné cette impulsion dès son élection, on peut lui donner crédit d'avoir eu raison sur ce qu'il mettait en avant, sauf que ce n'est pas gagné, parce que chaque État a son opinion publique, chaque État a ses finances publiques, etc., etc. Ça avance doucement et chacun, puisque c'est aussi ça pour les nationalistes et les populistes, et j'en arrêterai là, c'est qu'ils ne sont pas partageurs. Et alors, ce qui est intéressant, Christophe, c'est qu'on a un allié qu'on n'aurait peut-être pas imaginé, c'est les Anglais. Keir Starmer, finalement, on a l'impression qu'il est plus pro-européen que certains Européens. Oui, alors déjà, on a eu un changement, effectivement, de gouvernance, ce qui est plutôt une bonne chose pour la Grande-Bretagne, même s'ils sont sortis de l'Europe. Ben oui. Voilà. Ça reste néanmoins, ils ont un point commun avec la France, c'est la dissuasion nucléaire, déjà. Ils sont voisins et ils ont aussi une approche. Moi qui ai été correspondant à Moscou, je me souviens quand même d'une chose, c'est que la plupart des oligarques qui étaient contre Moscou et contre Vladimir Poutine, ils ont trouvé refuge où ? À Londres. Ah oui, place boursière aussi, hein. Alors, au-delà du côté financier, oui, mais c'est surtout que tous les idéologues qui ne partageaient pas la vision de Vladimir Poutine, qui étaient donc les ennemis aussi de Vladimir Poutine, sont partis se réfugier à Londres. Et d'ailleurs, les services secrets assez connus, le FSB, sont allés pour certains, on s'en souvient, les rechercher jusqu'à Londres et pour certains les tuer avec du polonium, entre autres. Donc il y a aussi une vision idéologique qu'il ne faut pas, j'allais dire, oublier par rapport à Londres et la Grande-Bretagne. Et c'est plutôt une bonne nouvelle dans le contexte que l'on a aujourd'hui, parce qu'on avait vu plutôt la Grande-Bretagne, j'allais dire, s'écarter de l'Europe. Et là, on voit bien qu'au faveur de cette guerre, et notamment idéologique vis-à-vis de la Russie, ils se sont rapprochés de nous. Oui, Benoît Grémard, on voit bien cette Grande-Bretagne qui, c'est assez étonnant parce que c'est aussi la Grande-Bretagne et les États-Unis ont traditionnellement une alliance évidente. Et là, on a l'impression que c'est plutôt vers l'Europe que se tend la main des Britanniques. Oui, parce que vous avez aussi la question donc, du marché européen de l'armement qui est en train de se créer, de se construire, avec notamment le plan Security Action for Europe, donc 150 milliards de prêts possibles, et puis plus globalement une enveloppe hypothétique de 800 milliards. C'est autant finalement d'investissement que les Américains via l'OTAN souhaitent capter, mais aussi les Anglais, dans l'idée où, même s'ils ne font plus partie en fait, du marché commun, ils veulent quand même en fait, pouvoir y accéder. Ah oui, donc business. Et alors justement, on va essayer de comprendre, parce que l'Europe, aujourd'hui, achète beaucoup d'armes aux États-Unis. Et effectivement, cette dépendance n'est pas bonne dans la situation actuelle. Donc la Commission européenne souhaite qu'on sorte un petit peu, justement, de ce marché de l'armement américain au profit d'un marché européen. On regarde ce sujet de Valérie Astruc pour mieux comprendre. Des missiles américains patriotes lancés par l'armée allemande. Des hélicoptères de combat Apache, eux aussi américains, utilisés par l'armée polonaise. Des avions de chasse F-35 pilotés par des militaires néerlandais. Ces images pourraient peut-être un jour disparaître, car Bruxelles veut mettre en place une préférence européenne. Le but est de dépenser mieux et surtout ensemble. Il nous faut agir beaucoup plus fortement pour être plus indépendants. Il est inacceptable que 3/4 de l'argent des contribuables européens servent à acheter des armes américaines. Aujourd'hui, chaque État est souverain dans ses choix d'armement. Mais la Commission européenne va prêter 150 milliards d'euros pour des achats groupés à condition qu'ils contiennent au moins 65% de composants européens. Objectif, muscler l'industrie européenne de défense. L'Europe aujourd'hui dépense 50 milliards d'euros par an en matériel américain, soit 55% de ses achats militaires. La Commission de Bruxelles voudrait que les Européens puissent se défendre par eux-mêmes d'ici 5 ans. Alors, vous imaginez bien que ça ne plaît pas du tout au Kremlin, cette vision des choses et cette volonté de réarmement européen. Justement, hier, Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, a dénoncé une militarisation de l'Europe. Engagée dans sa propre militarisation, l'Europe s'est transformée en parti de guerre. Un parti de guerre ou pas, évidemment. Donc, je voulais qu'on écoute aussi Valérie Ayé. Valérie Ayé, qui est députée européenne Renew. Elle dit qu'il faut
quitte à s'endetter, vraiment pousser le réarmement de l'Europe. On l'écoute. Les 800 milliards qui ont été avancés par la Commission européenne, à ce stade, ils sont encore assez hypothétiques parce que c'est 650 milliards d'euros qui sont en fait des dépenses que les États engageraient. Voilà, c'est pas de l'argent frais donné par l'Europe, on l'a beaucoup Donc, dit. Ce qui permettra d'avoir un véritable levier et d'être efficace et avec une puissance de feu, c'est effectivement l'emprunt en commun, l'endettement en commun avec des subventions qui seraient versées aux États. Nous, côté Parlement européen, on le soutient depuis Il faudrait un moment combien d'endettement commun ? Plusieurs centaines de milliards d'euros. C'est vertigineux, Serge. Plusieurs centaines de milliards d'euros d'endettement. Ça vous inspire quoi ? Disons que sur les 650 milliards dont parlait la députée Valérie Ayé, il faut préciser que c'est assorti d'une souplesse par rapport au pacte de stabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, on ne doit pas être à plus de 3% du déficit PIB. Et que ces 650 milliards qui sont en fait une façon de donner envie aux pays d'investir pourrait se départir de cette règle des 3%, ce qui permettrait de ne plus compter les dépenses de défense, et non pas dans l'autre sens, de ces 3%. Donc c'est quand même un avantage. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que tous les pays vont investir. Et surtout, à quel niveau ? Et si on parle en plus d'un endettement aussi vertigineux, on verra. Alors, les 150 milliards, c'est un prêt de l'Europe, ça va exister. Les 650 milliards, on fera les comptes dans quelques temps. Mais ce qui est quand même assez intéressant dans tout ça, c'est de voir, je reprends ce que vous disiez sur la militarisation de l'Europe de Vladimir Poutine, qui a expliqué qu'on le menaçait lorsqu'on voulait faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Donc voilà, c'est la rhétorique russe dans cette affaire-là, qui, je rappelle, a quand même envahi l'Ukraine, c'est pas l'inverse. Donc voilà, ces mots-là, peut-être que plus ça monte, plus ça permet de négocier à côté. Pour l'instant, on est loin de la trêve, et l'Europe a un double problème. C'est Vladimir Poutine et le désengagement des Américains. Et la réponse, ça ne peut être que celle d'un effort, d'un réarmement, on verra les mots après, et ça passe par le nerf de la guerre pour éviter la guerre des nerfs. Bonne expression. Benoît, on peut se passer de l'armement américain ? Ça dépend en fait des missions que vous voulez faire. Là, nous nageons en plein dilemme de sécurité. C'est-à-dire quand vous avez un État qui augmente ses capacités militaires, les voisins vont voir ça comme une menace et vont faire de même. Et donc vous allez dans une escalade réciproque. Il ne faut pas oublier effectivement que la Russie, d'une part, a déclenché une guerre contre l'Ukraine officieusement, d'autre part a mis en place une économie de marché. Pour se passer en fait de l'armement américain, il faudrait déjà construire un équivalent. Donc mettre en place des usines, des chaînes de production. Il faut construire une armée pour rebâtir une armée. Et ça va demander du temps, de la puissance. C'est pour ça que l'Europe fait un plan sur 5 ans, parce que les analystes du renseignement européen estiment que la Russie serait peut-être en capacité de tester la volonté de l'Union européenne de se battre d'ici 3 à 5 ans. D'accord, mais alors, parce que moi, ce que je ne comprends pas, comme je n'y connais rien en armement, ce que je ne comprends pas, c'est quand on se sert d'un avion américain, après tout, puisqu'on l'a acheté cet avion, on peut l'utiliser comme on veut, non ? Oui et non, c'est le problème de l'extraterritorialité au niveau en fait américain, au niveau juridique, au niveau des armements. Lorsque vous vendez de l'armement, vous vendez des outils de souveraineté, et les Américains se gardent souvent en fait une option, une opportunité, par exemple, de la double clé. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser un certain type d'armement si vous avez l'accord américain. C'est le cas notamment des. Sinon, ils vous bloquent l'avion ? Exactement. Ah ouais. Tout à fait. Et c'est le cas aussi de la dissuasion nucléaire anglaise, qui est fourni en fait en partie par les Américains et pour lequel il vaut mieux avoir un accord politique entre les deux pays pour pouvoir l'user. On fait la même chose avec le Rafale ? Non, puisque le Rafale, justement, la différence des avions standards américains F-35, c'est que le Rafale est complètement indépendant. C'est-à-dire que vous le vendez clé en main et après le pays est complètement libre en toute souveraineté de l'utiliser. D'accord, donc on fait pas, quand on achète des armes américaines, on dépend quand même vraiment de la politique américaine, hein, c'est cela. Et c'est la raison pour laquelle effectivement il faut repenser la manière de se réarmer en Europe et effectivement de sortir de ces 55% qui viennent effectivement des États-Unis. C'est énorme. Alors il faut savoir quand même qu'il y a un front européen de défense qui a été lancé en 2021, dont l'objectif justement est de financer la recherche, le développement, que la France est plutôt bien positionnée aussi, hein, en termes de défense avec des grosses industries, hein, en France, Thales, Dassault, entre autres. Deuxième exportateur d'armes au monde. Ce qui n'est pas rien. Donc, j'allais dire que la France, et c'est pas pour rien aussi que si Emmanuel Macron est à l'avant-poste de tout cela, et on le voit bien, les différents sommets qui ont eu lieu
dernièrement, c'était le 2 mars, c'était donc à Londres. Le prochain sommet, ce sera donc le 27 mars avec Volodymyr Zelensky. Et il y a quand même un mot qui est important, c'est un sommet de la coalition des volontaires. Oui. Ce qui revient donc à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, on a bien conscience que l'Europe n'est pas forcément unie à 100%, et donc en fait, on appelle les bonnes volontés à se réunir autour de la table et surtout à essayer de se réarmer, parce qu'effectivement, là où je partage l'analyse, mais ce qui est partagé par la plupart des experts militaires, c'est qu'effectivement, d'ici 5 ans, la menace, elle est clairement russe sur les pays baltes, et c'est la raison pour laquelle, à la fois, Volodymyr Zelensky s'est déplacé il y a encore 2 jours, à la fois en Finlande, il était également à Oslo hier, si je ne me trompe pas, et que toute cette tournée autour des pays baltes, c'est aussi une manière de dire, voilà, la menace, elle est là pour les 5 ans qui viennent. Et alors là, justement, est-ce qu'on sait qui va participer au sommet ? Justement, les volontaires ont répondu présent, ou on a une idée pour l'instant, ou c'est encore trop tôt ? L'expression est née avec Keir Starmer lorsqu'il avait réuni tout le monde dans ce sommet, jusqu'aux Turcs et même à M. Trudeau, qui était encore Premier ministre. Donc, par définition, il participe qui veut. Et après, reste à savoir ce que devront faire ces pays volontaires. Est-ce que ce sera d'aider cette force, on va dire, de paix, quand il y aura la paix, parce qu'on est en train de parler d'une trêve et de paix alors que ça continue la guerre. Bien sûr, c'est ce que dit Volodymyr Zelensky tous les jours. Chacun pourra y participer à la hauteur, je dirais, de ses moyens déjà politiques. Est-ce qu'on y va ou pas ? Est-ce qu'on s'associe à la France, au Royaume-Uni, peut-être au Canada ? Enfin bon, donc c'est la coalition des volontaires. On verra la semaine prochaine qui sera à ce sommet. Mais a priori, c'est ouvert à tout le monde. Oui, mais en même temps, si c'est ouvert à tout le monde et si finalement mais je vous rassure, pas les 27, donc du coup les décisions qui sont prises là-bas, elles comptent pour du beurre ou elles comptent pour les pays s'engageront en disant nous, si il y a besoin, si je prends que l'exemple des troupes sur place pour maintenir la paix, donc ce qui est quand même un peu guerrier malgré tout pour Vladimir Poutine, vous l'aurez compris, eh bien ça s'organisera avec le nombre de pays qui voudront bien y participer, au-delà même de la notion des 27, puisque il y avait la Turquie au sommet, il y avait le Canada, je crois la Norvège. Donc vous voyez, c'est ça, coalition des volontaires. Je dirais que la définition est dans le mot volontaire. Pour autant, on voit bien que peu de gens veulent engager leur opinion publique avec des soldats sur place, même si c'est une force de paix, entre guillemets. On sait très bien que ça peut très bien dégénérer. Donc c'est ça qui va se jouer. Mais Christophe l'a dit, c'est fondamental. C'est une étape qui construit, moi j'ai envie de dire, l'indépendance avant l'autonomie. Parce qu'il faut, par rapport aux États-Unis, mener les deux en même temps. Et alors, il y a un pays, en tout cas, qui est super volontaire, c'est l'Allemagne. L'Allemagne qui, je vous rappelle, après 1945, avait été désarmée et qui, aujourd'hui, se remet dans la partie. Je voudrais qu'on écoute, justement, comme les explications de Julien Méchaussier, notre correspondant à Berlin. Vous allez voir, les Allemands, ils ne font pas les choses à moitié en matière de réarmement. Révolution, tournant, nouveau monde. Les médias allemands n'ont pas de mots assez forts pour décrire ce qu'il se passe ici, en adoptant cette semaine un plan qualifié de bazooka sous l'impulsion du prochain chancelier, le conservateur Friedrich Merz. Au moins 500 milliards d'euros seront consacrés à la défense sur les 10 prochaines années. Certains experts avancent même la somme vertigineuse de 1000 milliards d'euros. Ce plan a été largement salué ici et il profitera en priorité à l'industrie allemande. Et beaucoup y voient l'opportunité de relancer une économie en berne. Un récent rapport estime à 200 000 le nombre d'emplois qui pourraient être créés. Benoît, on parle de peut-être 1000 milliards d'euros d'investissement dans l'armement, mais ça fabrique quoi ? 1000 milliards d'euros, c'est l'armée européenne à eux seuls, quoi. Oui, du moins c'est peut-être l'ambition affichée. Vous avez la construction, en fait, c'est toute une armée conventionnelle ça peut être des avions. Ils n'ont rien là pour l'instant. Oui, en fait. Ils partent de zéro pratiquement. Ils ont très peu. Très peu. Ils ont gardé quand même en fait des éléments. La Bundeswehr a quand même en fait des éléments. Mais si vous voulez multiplier en cadence les chars, les avions, les munitions, les fusils, plus ou moins petits ou gros calibre, vous devez effectivement investir et construire les chaînes de production qui vont avec. On est là dans le génie allemand. L'ancien militaire a l'air d'être admiratif, effectivement. Oui, ça fait rêver un petit peu. Mais c'est surtout que jusqu'à maintenant, l'Allemagne était sous la protection, j'allais dire, du bouclier américain. C'est ça. Les plus grandes bases américaines se trouvent en Allemagne. Et ça, c'est historique, c'est depuis la Seconde Guerre mondiale. Il faut prendre cela
en compte. Et ce qui change effectivement, c'est que jusqu'à maintenant, les Allemands étaient, et on le sait puisque c'est notre partenaire, très soucieux des dépenses publiques. Vraiment, c'était là aussi, c'était l'alpha et l'oméga. Fallait vraiment pas dépenser. Mais là, on a l'impression qu'il lâche. Voilà, pas de déficit. Et c'est vrai que c'était vraiment, ça a toujours été les bons élèves, en l'occurrence de l'Europe. Là, il voit bien aussi que c'est l'avenir de l'Europe qui se joue. Et fort heureusement, il y a quand même eu des élections législatives il y a quelques semaines seulement. La coalition, va du bon côté. Ça aurait pu aller carrément... l'histoire aurait pu être différente si l'AfD, par exemple, avait eu la majorité. Hein. On n'aurait pas du tout eu les mêmes dépenses militaires. Donc c'est là aussi où, à l'Europe, ça se joue sur un calendrier qui est différent. Je vous rappelle que dans 2 ans, Emmanuel Macron ne sera plus au pouvoir. Qui sera à l'Élysée? Si c'est Marine Le Pen, par exemple, ou si c'est Jean-Luc Mélenchon, on n'aura pas forcément les mêmes positions vis-à-vis de la défense européenne. Donc tout cela, ça se joue, et c'est la raison aussi pour laquelle on n'a pas le même temps. On est dans le temps long pour Vladimir Poutine. On le rappelle toujours, hein, il est là au moins jusqu'en 2035. Il a changé la constitution pour lui et il sera là longtemps encore. Alors que nous, on a des démocraties qui fonctionnent avec des votes réguliers, des échéances différentes et qu'en plus, il y a des alternances politiques. Évidemment. Et comme vous le disiez tout à l'heure, Serge, la guerre continue en Ukraine. Et je voulais qu'on évoque rapidement les centrales nucléaires, notamment celle de Zaporijjia, qui est actuellement occupée depuis 3 ans par les troupes russes. Cette centrale, elle est située... mais tellement près, c'est la plus grande centrale d'Europe, donc vous voyez, elle est chez nous, quoi. Et justement, Volodymyr Zelensky, lui, essaye de défendre son parc nucléaire que Donald Trump souhaite récupérer pour le protéger. Donc je voudrais qu'on écoute justement Volodymyr Zelensky, et ça montre à quel point cette guerre, elle est multiple et elle est partout. Toutes les centrales nucléaires appartiennent à l'Ukraine. Nous n'aborderons certainement pas la question de leur propriété avec le président Trump. J'ai lu tellement de choses dans la presse concernant la production globale d'énergie en Ukraine. Non, nous n'en discuterons pas. Nous possédons 15 réacteurs nucléaires qui appartiennent tous à notre État et nous sommes liés au réseau européen. Pour nous, c'est une garantie sérieuse de sécurité énergétique. Que ces centrales nucléaires, elles sont reliées au réseau énergétique européen. Ça veut dire que si ça passe entre les mains de Donald Trump ou si ça reste entre celles de Vladimir Poutine, ça n'est pas bon pour nous les Européens. En fait, tout est interconnecté. Tout est interconnecté dans les centrales nucléaires. C'est un enjeu à la fois militaire et économique. Militaire parce que ça peut être déclaré comme un enjeu de guerre qui peut faire l'objet d'une attaque, mais de la part des deux côtés, et pour lequel le droit international pose des limites qui ne sont pas respectées, mais économique aussi, parce que vous avez au fond une guerre économique entre les États-Unis et la Russie pour la fourniture du combustible nucléaire de ces centrales, qui est le plus grand parc nucléaire civil d'Europe. Et sécuritaire aussi. Hein. Voilà. On le rappelle, c'est quand même, ça se passe en Ukraine. Tchernobyl, en l'occurrence, est aussi en Ukraine. Donc on se souvient de Fukushima. Ça veut dire qu'en fait, la destruction des systèmes de refroidissement, c'est un enjeu de sécurité non seulement pour l'Ukraine, mais pour toute l'Europe. Et surtout, si les systèmes de refroidissement des réacteurs sont endommagés, cela peut tout simplement entraîner une surchauffe des systèmes de réacteurs et provoquer donc une fusion du cœur, comme ce fut le cas d'ailleurs à Tchernobyl. Donc c'est bien évidemment important d'un point de vue stratégique, mais aussi d'un point de vue sécuritaire. Ouais, et puis on voit effectivement, on voyait la carte justement pendant que vous parliez, on voit ces centrales nucléaires qui sont si proches de nous. C'est assez terrifiant en fait. Et oui, l'enjeu, ça a été dit, il est sécuritaire, il est stratégique, et puis l'Ukraine pense à sa survie après, en espérant que une trêve ou la paix ne leur fasse pas perdre tout ça. On a le débat sur les terres rares et les minerais critiques. Beaucoup sont dans les territoires occupés par les Russes. Et l'Ukraine, si on peut l'espérer, signe une trêve, en tout cas une paix qui ne soit pas défavorable, elle va reprendre une vie normale. Et ça passe sur ce sujet-là aussi par une autonomie énergétique. Mais comme l'a dit Christophe et comme vous l'avez dit, il y a une stratégie. Le nucléaire, on le sait, c'est fondamental. Et que le regard de Trump ou de Poutine sur ces centrales
est inquiétant. Donc c'est déjà l'après, et la façon dont il a de le dire le montre bien, et c'est tout ça qui est en jeu aujourd'hui. C'est pour ça que je rappelais tout à l'heure que c'était toujours la guerre en Ukraine, et que au-delà même des territoires que Vladimir Poutine veut garder, il y a aussi les ressources de l'Ukraine. Et si vous avez Vladimir Poutine qui les garde et Donald Trump qui les prend, d'une autre manière, bien évidemment, dans ce fameux accord, qu'est-ce qui restera à l'Ukraine? À se tourner vers l'Europe, mais on leur dit ne vous tournez pas vers l'Europe. Donc c'est tout ça aussi que Volodymyr Zelensky essaye de mettre en avant pour sauver son pays comme il le fait depuis l'invasion russe. Et Christophe, oui. Et par rapport à la menace nucléaire, la Russie en a bien conscience, et c'est aussi la raison pour laquelle, d'une manière symbolique mais extrêmement dangereuse, le 13 février dernier, c'était pas il y a longtemps, le 13 février dernier, c'était il y a un mois. Et il y a quand même eu la centrale nucléaire de Tchernobyl, donc où il y a un sarcophage. Il y a un drone qui a percuté cette centrale-là. C'est extrêmement dangereux. Et là aussi, c'est une manière pour les Russes de dire, au-delà de l'utilisation de la dissuasion nucléaire en répétant depuis 3 ans, oui, nous avons les bombes nucléaires, mais c'est aussi, nous avons les moyens de vous attaquer sur des installations où il y a des déchets. Et effectivement, c'est très dangereux, donc c'est à prendre au sérieux. Eh bien, voilà, nous avons essayé de faire un petit tour justement de cette étape et de ce moment important pour l'Europe et pour l'Ukraine. Justement, là, Volodymyr Zelensky vient de faire encore un appel à l'aide internationale après une attaque massive, dit-il, des forces russes sur son territoire. Je vous remercie de nous avoir suivis. L'info continue évidemment sur la chaîne Info, et à lundi, vous retrouvez Axel de Tarlet. Je vous souhaite une bonne journée. Allez.